Allemagne, avril 1945. Le Troisième Reich n'est plus qu'un paysage de verre brisé, d'illusions toxiques et d'un silence qui pèse comme une masse physique. La guerre touche officiellement à sa fin, mais pour George S. Patton Jr., le commandant le plus controversé et le plus redouté de l'arsenal allié, le vrai combat ne fait que commencer. Tandis que le reste du monde se tournait vers les tables de paix à Berlin, Patton menait une colonne de la victoire à travers le cœur de Thuringe, au plus profond des terres allemandes. Il ne s'était pas réfugié dans un quartier général sécurisé à l'arrière du front. Il était exposé, défiant, debout dans un véhicule blindé à ciel ouvert, ses fameux revolvers à crosse en ivoire scintillant sous le pâle soleil de printemps. Alors, l'impossible se produisit. Dans un instant qui n'était jamais censé quitter les rapports d'après-action ultra-secrets de la Troisième Armée, une femme surgit de l'ombre d'un bâtiment en ruine. Elle ne supplia pas pour sa vie. Elle ne demanda pas de pain. Elle regarda droit dans les yeux l'homme qui avait écrasé les divisions Panzer d'Hitler, fit un pas en avant et lui cracha au visage. Toute la colonne blindée s'immobilisa. Des milliers de soldats aguerris de la 4e division blindée se figèrent, les mains crispées sur leurs armes. Ils attendaient un bain de sang. Ils s'attendaient à ce que Patton dégaine ses pistolets et l'exécute sur le champ. Mais le général fit quelque chose qui glaça même ses officiers les plus chevronnés. Il n'essuya pas le crachat. Il demeura parfaitement immobile, laissant le liquide couler sur son visage, tandis qu'il fixait la femme d'un regard si glacial qu'il en était meurtrier. Il comprit à cet instant que ce geste n'était pas seulement une manifestation de haine. C'était un message d'une idéologie qui refusait de mourir. Voici l'histoire de l'incident que le Pentagone a tenté d'enterrer pendant 80 ans. Un récit de défi brut et une leçon psychologique si brutale qu'elle changea à jamais le visage de l'Allemagne occupée. Pour comprendre ce crachat, il faut comprendre l'état d'esprit de George Patton au printemps 1945. C'était un homme consumé par une fureur froide et juste qui frôlait le mystique. Quelques jours seulement avant cet incident, le 12 avril, Patton avait pénétré dans le camp de concentration d'Ordruf. C'était la première fois qu'un général américain se retrouvait face à face avec la machinerie industrielle de l'Holocauste. Il avait vu des squelettes vivants, des corps empilés comme du bois, et la cendre de restes humains flottant dans l'air comme un brouillard grotesque. Patton avait été si physiquement écœuré qu'il avait refusé d'entrer dans certains baraquements, l'odeur de chair en décomposition étant trop épaisse pour être supportée. Il avait contraint les maires allemands de la région à être témoins de cette horreur. Et quand ils prétendirent ne rien avoir su, le mépris de Patton envers l'élite civile allemande atteignit un point de rupture. Lorsque cette femme au manteau de laine fine s'avança pour lui cracher dessus, elle n'insultait pas seulement un homme prénommé Georges. Elle validait chaque atrocité que Patton venait de voir dans les camps. Elle incarnait l'arrogance tenace et toxique de la haute société allemande. Ces gens qui avaient vécu dans le luxe, fréquentaient les opéras et dégustaient de grands crus pendant que leurs voisins étaient méthodiquement réduits en fumée, à quelques kilomètres de là. Elle pensait que les libérateurs américains étaient des hommes tendres et sentimentaux, enchaînés par un code démocratique de chevalerie qu'elle pouvait exploiter à son avantage. Elle s'attendait à une arrestation courtoise, un bref interrogatoire par un officier charmé par son rang, puis un prompt retour à sa vie confortable. Elle croyait que son col de fourrure et son statut de dame de la haute société lui servaient de bouclier contre la boue de la guerre. Ce n'était pas simplement une insulte. C'était une collision entre un délire en train de s'effondrer et un homme bien déterminé à le réduire en cendres. Patton la regarda et ne vit pas une femme. Il vit la personnification de l'idéologie qui avait embrasé le monde. Il comprit qu'une balle serait un cadeau qu'elle ne méritait pas. Il lui fallait une punition qui résonnerait dans son âme pour le reste de sa vie. L'ordre de Patton fut un chef-d'œuvre psychologique d'humiliation totale. Il ne fit pas appel à un peloton d'exécution. Il ne la fit même pas menotter. À la place, il ordonna à la police militaire du 503e bataillon PM de rassembler tous les responsables sociaux et politiques de la ville. Les maires, les riches banquiers, les juges et leurs épouses impeccablement vêtues furent escortés dans les rues. Mais ce n'était pas pour une réunion ni un procès. Ils furent conduits jusqu'à un enclos de fortune où des centaines de prisonniers de guerre américains avaient été détenus dans des conditions inhumaines pendant des semaines. Ces soldats américains n'étaient plus que des squelettes couverts de poux,
vivant dans leur propre crasse. L'odeur de la dysenterie, de la maladie et de la paille pourrie était assez épaisse pour suffoquer un cheval. Patton, la trace sèche du crachat encore clairement visible sur l'étoile de son casque, se planta devant l'élite rassemblée. Sa voix n'était pas un cri, c'était un grondement bas et mortel qui imposait un silence absolu à tous les présents. « Vous vous croyez les maîtres du monde ?» demanda-t-il, les yeux balayant leurs vêtements de prix. « Alors vous servirez le monde que vous avez créé. » Il ordonna que ces femmes en fourrure et ces hommes en costume sur mesure reçoivent des pelles rouillées et des seaux en bois. Leur tâche était de nettoyer les latrines des prisonniers de guerre à main nue. Ils furent contraints de transporter les déjections des soldats américains à travers le centre-ville même, sous les yeux de leurs propres domestiques, de leurs voisins et des soldats qu'ils avaient méprisés. Ce n'était pas simplement du travail forcé, c'était un rituel d'effacement total, une confrontation imposée avec la souillure qu'ils avaient rendue possible par leur silence et leur soutien au régime. La femme qui avait craché sur Patton fut forcée de mener le cortège. Tandis qu'elle glissait dans la boue glacée, son élégant manteau de laine se gorgeait des déjections des hommes qu'elle considérait comme des sous-hommes. Patton observait depuis son véhicule, refusant de détourner le regard. Il veilla à ce que toute la population voie ces notables réduits à la tâche la plus dégradante qui soit. Il voulait s'assurer que, pour le reste de leur vie, l'odeur de ces déchets soit la seule chose qu'ils associent à l'idée de leur race supérieure. La décision de Patton d'humilier l'élite civile comportait des risques personnels et professionnels immenses, qui auraient pu mettre fin à sa carrière militaire en une seule après-midi. Ses supérieurs, les généraux Omar Bradley et Dwight Eisenhower, subissaient déjà une pression considérable de Washington et de la presse internationale pour maintenir une conduite ordonnée et respecter strictement la Convention de Genève. Contraindre des femmes civiles, quelles que soient leurs accointances politiques, à des travaux dangereux et dégradants, constituait une violation directe des règles d'engagement. C'était le genre d'incident que ses ennemis politiques au Pentagone pouvaient utiliser pour lui arracher ses étoiles. Mais Patton ne fonctionnait pas sur une fréquence qui se souciait de la prochaine promotion ou de l'approbation des politiciens. Il croyait que l'âme allemande était comme une lame qu'il fallait briser, non polir. S'il avait arrêté la femme, elle serait devenue une héroïne locale, un symbole de résistance silencieuse contre les envahisseurs américains. S'il l'avait abattue, il aurait créé une martyre dont l'histoire aurait inspiré de futurs insurgés. Mais en la forçant à porter des immondices, il l'avait rendue pathétique. Il avait remplacé son aura de défi par une puanteur dont personne ne voulait s'approcher. Dans son journal privé ce soir-là, Patton écrivit l'une de ses entrées les plus glaçantes et perspicaces. La seule façon de gagner une paix durable avec ces gens est de leur faire craindre les conséquences de leur arrogance plus qu'ils ne craignent la mort elle-même. Un ennemi mort est un souvenir, un ennemi humilié est une leçon. Ce n'était pas seulement un général incontrôlable bafouant les règles, c'était un croisé qui écrivait ses propres écritures dans la boue d'un empire effondré. Patton avait saisi une vérité que ses pairs à Washington refusaient d'admettre. On ne négocie pas avec une idéologie fondée sur la supériorité génétique. On peut seulement l'écraser sous le poids de sa propre réalité. Il était prêt à jouer le rôle du méchant dans les journaux, si cela signifiait être l'homme qui s'assurait que l'arrogance nazie mourrait avec le Troisième Reich. Il savait que le spectacle de l'élite de la ville couverte d'eau usée ferait plus pour pacifier la région qu'un millier de pelotons d'exécution ne l'aurait jamais pu. Les conséquences de cette journée en Thuringe résonnent à travers l'histoire, même si les archives officielles de l'armée américaine ont tenté de les faire taire pendant des décennies. La nouvelle de la leçon des latrines de Patton se répandit dans la campagne allemande comme une onde de choc. Elle voyageait plus vite que ses chars. Quand les colonnes blindées américaines atteignirent la ville suivante, les actes de défi avaient disparu. On ne lançait plus de pierres, et plus aucun crachat ne venait souiller les uniformes alliés. Les civils ne crachaient plus. Ils se tenaient dans un silence lourd et terrifié, les yeux rivés sur le bitume au passage des libérateurs. Patton avait réussi à neutraliser la volonté de résistance de tout un district, sans tirer une seule balle. L'incident du crachat fut étouffé par le haut commandement, parce qu'il révélait un visage de Patton trop sombre pour le public américain. Celui d'un homme qui comprenait que la paix se construit parfois
sur les fondations d'une humiliation absolue et calculée. Patton ne se contentait pas de gagner des batailles. Il gagnait la paix en étant le monstre que les nazis redoutaient et le chef que ses hommes vénéraient. Il prouvait que dans le monde de la guerre totale, l'arme la plus puissante n'est ni une bombe, ni un char. C'est la destruction totale de la fierté de l'ennemi. C'était un homme qui comprenait qu'on ne peut pas guérir une blessure sans avoir complètement éradiqué l'infection. Lorsqu'il finit par déplacer son quartier général plus loin en Allemagne, ses bottes étaient cirées comme des miroirs. Mais la souillure sur la réputation de l'élite locale demeura pour des générations. Il leur avait appris que le prix de l'arrogance était une dette réglée dans les immondices mêmes qu'ils avaient prétendu ignorer. Cette histoire, enfouie dans les notes de bas de page de la guerre, reste un témoignage glaçant d'un homme qui avait compris que, pour mettre fin à un cauchemar, il faut parfois être celui qui en arrache le dormeur par une gifle froide et brutale de réalité. George Patton n'essuya pas le crachat sur son casque ce jour-là, parce qu'il voulait ressentir le poids de leur haine jusqu'à ce qu'il les réduise en poussière dans les décombres de l'histoire. Il savait que la tache sur son uniforme partirait au lavage, mais que la tache sur leur fierté, elle, serait permanente.